Je suis ravie d'être là ce matin devant vous, dans une salle en présentiel d'abord, et puis une belle salle en plus, pour pouvoir vous parler du travail qu'on fait à HEC Lausanne et à l'Université de Lausanne dans le Swiss Center for Positive Futures. Je vais vous parler du futur du travail, de l'évolution des métiers, et puis aussi un peu de la place de l'individu dans la production de valeur. J'aimerais aussi vous parler d'anticipation, évidemment, et de l'importance de se préparer. Il y a 18 mois, un peu comme vous tous, j'imagine, enfin pas forcément vous tous, mais beaucoup d'entre vous, je me suis retrouvée coincée à la maison, à avoir plusieurs rôles, maman, cuisinière, ménagère, et puis il fallait encore que je fasse mon job, et je me suis lancé un défi. Je me suis dit, bon, je vais écrire un livre. Donc je suis sortie de ma zone de confort. J'ai dû faire des recherches, travailler évidemment la nuit, et puis chercher un éditeur, trouver un éditeur, publier, et puis devenir auteur, ce que j'ai trouvé super cool. Donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Il y a une semaine, Isabelle Amschwand m'a gentiment proposé de faire le même exercice, mais à Zurich, en allemand. Alors là, je vous explique que je suis vraiment sortie très loin de ma zone de confort. Et puis, effectivement, ça m'a coûté un peu des nuits de sommeil agitées. Néanmoins, c'est quand même très gratifiant après. Et surtout, j'ai rajouté des cordes à mon arc. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'à l'avenir, s'il y a une compétence qui va être, enfin, il y en a plusieurs, mais qui va être très importante, c'est d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Maintenant, pourquoi ? C'est parce que notre zone de confort, elle va faire que de se rétrécir. Parce que, voilà, j'ai besoin de ça. Parce qu'on est en train, on va voir arriver et émerger un nouveau monde. Voilà, c'est ça dont j'avais besoin. Dans lequel on va travailler différemment, on l'a déjà vu, comment ça va évoluer, et puis évidemment pour lequel on va avoir besoin de compétences différentes. On parle de réchauffement climatique, on parle de problèmes sociétaux, et puis évidemment, il y a le sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est en train de redéfinir les couleurs de notre monde. Les 18 derniers mois, ils nous ont montré extrêmement clairement comment le monde du travail peut évoluer et se transformer complètement effectivement, en fait, très rapidement. Guy Ryder, qui est le secrétaire général du IoT, de l'Organisation internationale du travail, a dit il y a une année, presque plus ou moins une année, que l'équivalent de 400 millions d'emplois avait disparu. Et ce, seulement 6 mois après une pandémie. Juste une pandémie, si j'ose dire. Et ce qu'on dit, et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en fait, cette pandémie, c'était un tour de chauffe pour se préparer aux disruptions à venir. Donc oui, on va travailler différemment, New Work. Et puis c'est clair que, je pense qu'on en est tous plus ou moins conscients, on va devoir développer des nouvelles compétences pour pouvoir être relevant ou pertinent dans ce nouveau monde du travail. Alors évidemment, il va falloir développer des nouvelles compétences pour relever les défis, parce qu'il va y en avoir. Mais moi, j'aimerais plutôt mettre l'accent sur la nécessité de développer des compétences pour saisir les opportunités qui, à cause ou grâce à cette transition qu'on va voir, vont se présenter. Parce qu'en fait, le monde qui est en train de se redessiner, il va être plein de couleurs. Ce sera un peu à nous de voir comment on va voir ce monde. Mais c'est clair que la chose peut-être la plus difficile, c'est la transition qu'on voit maintenant, parce qu'elle va être définie par beaucoup de choses, entre autres l'intelligence artificielle qui est le sujet aujourd'hui, mais aussi toutes ces technologies-là, impression 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle, Internet of Things, enfin c'est tout des buzzwords. Mais ce qui va se passer, c'est que ces technologies vont gentiment arriver à maturité. Et ça va définir en partie la couleur du monde dans lequel on va vivre prochainement. Mais ce qui caractérise vraiment la transition qu'on est en train de vivre, et dont on ne se rend pas toujours compte, en fait, ce sont 3 éléments. C'est la convergence, la complexité et l'exponentialité. Alors, la convergence, en fait, c'est la rencontre de 2 thèmes qui, dans leur intersection et leur interaction, se démultiplient et s'augmentent. Ce que j'entends par là, si on prend un exemple, c'est quand vous pensez au progrès en software, en logiciel, ça va permettre des progrès en chimie qui vont permettre des progrès
en biologie. Donc en fait, c'est une espèce d'effet de cascade. Et si on regarde dans les 15 dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles disciplines qui sont nées exactement à la frontière, à cette intersection entre deux anciennes disciplines, comme la chimie quantique ou la bioinformatique, par exemple. Et puis ces nouvelles disciplines, elles amènent de toutes nouvelles solutions à des problèmes qui existent déjà, comme par exemple des robots sociaux ou des bioplastiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui va caractériser les années à venir, c'est toute cette convergence. Première chose. Deuxième chose, c'est la complexité. La complexité, ça représente en fait notre incapacité à comprendre, à donner du sens à l'ensemble de toutes les interactions qui définissent une situation. En gros, notre monde il était déjà bien compliqué, et puis maintenant il est en train de devenir sérieusement complexe. Alors, en gros, si on veut, avant, on pouvait, quand on avait un problème, on va dire jadis, pas très défini dans le temps, on pouvait le décortiquer, on pouvait utiliser une bonne dose de bon sens et puis de pensée analytique, puis on finissait par trouver la solution, parfois même tout seul. Maintenant, les problèmes qu'on a sont tellement complexes, ils ont tellement de données, tout est tellement globalisé que non seulement, d'abord, on a du mal à les comprendre, mais il faut les définir différemment, et puis il faut trouver des nouvelles solutions, voilà. Et d'autant plus, il faut le faire vite, parce que le monde dans lequel on vit accélère, et ce, de manière exponentielle. Alors l'exponentialité, évidemment, ça définit la rapidité avec laquelle la technologie évolue. Tout va plus vite, on change de montre tout le temps, etc. Et puis cette accélération exponentielle des technologies, ça induit une sorte de compression exponentielle du temps. Dans ce sens où le temps comme ressource pour solutionner un problème devient de plus en plus cher. En fait, on a moins de temps pour apprendre, on a moins de temps pour produire, on a moins de temps pour aller de A à B. Donc tout ça, en toute logique, ça devrait créer un sentiment d'urgence. Genre, là, il y a péril en la demeure, tout va changer, qu'est-ce que je dois faire? Et pourtant, je suis sûre que parmi vous, il y en a, en tout cas de manière générale, il y a beaucoup de gens qui vont dire « ouais, mais bon, ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, depuis 1950 on en parle, le tsunami, toujours pas vu. La réalité virtuelle, c'est 1960, là aussi, pas vraiment de tsunami, il y a un peu des jeux, etc. Ça c'est bien, mais voilà. Et puis l'impression 3D, 1980, là aussi. On attend toujours de voir. En tout cas, on pourrait se dire qu'il n'y a pas des gros changements à venir. Mais ça, cette manière qu'on a de ne pas sentir le sentiment d'urgence, il est dû à un biais cognitif qu'on a face à la technologie. Ce biais qu'on appelle la loi d'Amara, il indique que nous avons tendance à surestimer l'impact des technologies sur le court terme, mais à sérieusement la sous-estimer sur le long terme. Et puis là, j'ai un exemple qui est assez parlant, je trouve, c'est le GPS. En 1978, les États-Unis envoient 4 satellites dans l'espace. Très grand projet, c'est le lancement d'un énorme projet qui va révolutionner principalement le monde militaire, évidemment, mais fantastique. Donc il y a beaucoup d'espoir qui repose sur ce projet de GPS. Puis pourtant, ça prend du temps jusqu'à ce que cette technologie aboutisse à quelque chose de pratique. Maintenant, mettons presque 40 ans, plus ou moins 40 ans après, le GPS, tout le monde connaît. Du petit qui est dans sa poussette aux grands-parents, des Suisses à l'Afrique, à l'Asie, tout le monde sait ce que c'est que le GPS. Si on réfléchit, le GPS, il est utilisé dans la synchronisation des réseaux électriques, il est utilisé dans la logistique, que ce soit international ou national, et puis il est aussi utilisé dans l'agronomie. Donc en gros, sans GPS, on aurait faim, on aurait froid et probablement qu'on mourrait. Pourtant, il y a à peine 25 ans, les États-Unis qui ont lancé ce projet, ils se disaient ouais, on voit pas les résultats, je crois qu'on va laisser tomber. Donc, ce qu'on réalise, c'est qu'on a réellement cette tendance à sous-estimer ce qui va se passer sur le long terme. Donc maintenant, si on regarde l'exponentialité, la complexité et la convergence, qu'on pense aussi à toutes les technologies qui arrivent, clairement, on est en train de revisiter le rôle de l'humain dans le monde du travail. Ce qui m'amène à ça, New Work. En
2013, quand notre collègue d'Oxford, le professeur Carl Benedict Frey, a dit, c'est le premier à dire quelque chose comme ça, que 47% des jobs étaient potentiellement robotisables. Ils étaient potentiellement robotisables. C'était une hypothèse de travail, c'était une statistique, une estimation. Et bien pour ces personnes qui sont là, ça n'est pas du tout une hypothèse, c'est 100% une réalité. Donc pas 47, 100%, pas hypothèse, réalité. Et puis évidemment, ça c'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des dockers sur les ports de Californie dont les jobs ont été tous robotisés. Tous les processus ont été robotisés. Ils ont perdu leur emploi. Et puis évidemment, la robotisation, la digitalisation, l'implémentation d'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une fashion qui va passer. C'est une tendance lourde qui est là pour durer, tout simplement parce qu'elle est nécessaire dans la course à la productivité. On est aussi de plus en plus. Et puis on l'a vu avec la crise Covid, c'était une question de survie. On était quand même bien content de pouvoir digitaliser beaucoup de processus. Maintenant, ça nous repose la question de et les jobs et les travailleurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors là aussi, j'ai des exemples qui sont assez parlants, je trouve, comme par exemple le charpentier. 2021, si je fais un sondage dans la salle et que je dis « Mais quelles sont les compétences dont a besoin un charpentier ?» On va me dire « Il faut qu'il soit fort, qu'il n'ait pas le vertige, qu'il connaisse les matériaux, qu'il comprenne l'espace. » Ça paraît tout à fait logique. Je pense qu'effectivement, ce sont les compétences qu'ils ont. Si maintenant on regarde dans le futur, on voit ça. Là, on voit un robot, un bras robotisé, qui construit de manière autonome une charpente. Bon, de toute évidence, d'abord, il ne le construit pas de manière autonome. Enfin, j'espère. Et il y a donc un humain qui est derrière la machine, dont j'espère qu'il a la responsabilité du travail fini. Et puis cet humain-là, on va dire que c'est le charpentier du futur. Et comme vous avez vu ici, il faut de la motricité fine, c'est ce qui va être nécessaire. Alors pour ceux d'entre vous qui sont parents et qui ne trouvez pas super que vos enfants sont toujours en train de jouer à la PlayStation, peut-être pensez 2 fois, parce que ce sont peut-être des compétences tout à fait nécessaires dans le futur. Comprendre les données, être capable de travailler avec les machines, tout ça, ce sont les compétences d'un charpentier du futur. Donc ce qu'on voit, c'est que cette technologie, tous ces avancements, vont faire évoluer la manière dont on fait un métier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va faire évoluer ou faire changer qui fait le métier. Parce que là, derrière, ça peut tout aussi bien être une charpentière. Parce que ces compétences-là ne sont pas du tout genrées. Donc, ça, c'est a priori, voilà, on voit, c'est d'abord, ce que je voulais dire, 2030, c'est pas du tout 2030, sinon ce ne serait pas une photo, de toute évidence. C'était en 2020 ou 2019 à l'EPFZ. Donc, c'est simplement en train d'arriver. Maintenant, tous les métiers, même les plus traditionnels, sont en train de bien sentir une bonne disruption. Là, il s'agit de l'agronomie. Donc, j'ai une fille qui étudie l'agronomie à l'EPFZ. Alors, lors de son premier stage, je me suis dit, elle va faire ce qu'on fait quand on travaille dans l'agriculture. Elle va conduire un tracteur, elle va enlever les mauvaises herbes, traire les vaches. Et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Premier stage, elle a fait ça. Deuxième stage, en master. Alors là, elle a fait du télétravail dans l'agronomie, l'agriculture. Ça, c'est déjà pas mal. Un travail appliqué, donc. Télétravail, elle a codé, avec le langage Python, des données agricoles qui avaient été captées par des satellites pour faire ce qu'on appelle du smart farming. Juste pour dire, même les métiers aussi traditionnels que ceux-ci évoluent. Ils ne disparaissent pas, ils évoluent. Des fois, mais quand même, de temps en temps, il y en a qui évoluent tellement qu'ils disparaissent. J'aime bien ce slide, parce qu'on voit qu'en 2009, entre 2009 et 2019, le caméraman et le pilote, ils ont tous les deux perdu leur job. Et puis le message, c'est une image que j'ai trouvée sur LinkedIn d'ailleurs, je trouve assez sympa. Le message, c'est « upgrade yourself ». Donc, mettez-vous à jour, en gros. Parce que c'est vrai, si en tant qu'individu, on ne se reforme pas, on n'est pas curieux, on ne développe pas de nouvelles compétences, si en tant qu'organisation, on ne se modernise pas avec des nouvelles technologies, mais aussi avec des nouveaux business models, et si en tant que nation, on n'a pas une stratégie de mise à jour de notre capital humain à long terme, on a un risque. Parce que l'obsolescence des compétences humaines représente réellement un risque de sécurité nationale. Ce que j'entends par là, c'est un risque social,
Parce que quand vous avez un grand nombre d'individus qui soudainement se retrouvent au chômage ou à l'aide sociale, ou qui simplement ne se sentent plus relevants, ou qui ont simplement peur, c'est un problème social. Et puis évidemment économique, parce que si vous n'avez plus les bonnes compétences pour attirer les entreprises en Suisse, ou pour développer des nouveaux produits ou des nouveaux business, il y a réellement un problème de sécurité nationale. Maintenant, la question à, je sais pas, 10 milliards ou plus, c'est comment est-ce qu'on sort de cette situation? Et puis c'est là qu'on arrive aux compétences qu'il va falloir développer pour le futur, le futur des compétences. Alors évidemment, heureusement, il y a plein de gens qui se sont déjà posés sur cette question, qui ont penché sur cette question, comme par exemple le World Economic Forum, qui dit que pour le futur, il faut développer sa pensée analytique, sa créativité, la capacité de résoudre des problèmes complexes, etc. Ça semble instinctivement tout à fait juste. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on développe tout ça. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est 2022. Et puis 2022, c'est pas le futur, je veux dire, c'est dans quelques mois, c'est maintenant. Et puis quand on travaille dans un domaine aussi lent que le mien, qui est le domaine de l'éducation, on doit vraiment aller voir très très loin. Parce que si vous avez, bon, je ne l'ai pas sur moi, c'est assez rare, mais quand on va à votre portable qui vous dit « Ah, mettre à jour le système d'exploitation », c'est « OK », alors on presse sur « Oui », puis on attend 1 minute, 2 minutes, et c'est très lent. Je vous laisse imaginer quand on doit mettre à jour un humain. Merci de patienter, le processus de mise à jour du logiciel peut prendre quelques années. Donc, si vous voulez mettre à jour, pour un exemple concret, un cursus au niveau bachelor, par exemple, ou universitaire, entre le moment où vous dites « il faut le faire » et le moment où vous voyez les effets sur le marché du travail, il faut en tout cas compter 8 ans. Pas 2 minutes, 8 ans. Maintenant, si vous voulez révolutionner, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut faire maintenant, mais si vous voulez faire des changements dans le système scolaire, pour voir les effets, donc tout le système scolaire, les effets sur le marché du travail, il faut attendre 18-20 ans. Donc évidemment, ce n'est pas en mettant à jour des cursus universitaires ou scolaires qu'on va pouvoir survivre, parce qu'on sera toujours un cran derrière en termes de compétences. Donc il faut réfléchir un peu au plus long terme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les compétences, elles dépendent de l'environnement. Je veux dire, on n'a pas tous besoin d'attraper des mouches avec des baguettes, mais ça peut être nécessaire dans un certain environnement. Maintenant, ce qu'il faut qu'on sache, c'est quel est l'environnement de 2030. Maintenant, qui est-ce qui a une vague idée de ce qui va se passer en 2030 ? Comment est-ce qu'on peut aller sonder ces futurs ? Comment est-ce qu'on peut utiliser les informations du futur dans le présent ? Alors, il se trouve qu'il y a des gens, une sorte de gens bizarres, qui s'appellent des futuristes, qui font ça, en fait. Alors, évidemment, ils n'ont pas de boule de cristal. Ils ne font pas de prédictions. Ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent des tendances, des signaux faibles, parfois très faibles, qui sont déjà perceptibles ou qui sont déjà observables. Ils analysent, ils estiment des conséquences de deuxième ordre, de troisième ordre possibles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en lumière des dilemmes à venir, de sorte à ce que les décideurs puissent prendre des décisions mieux informées. Bon, alors si c'est comme ça, on va tous un peu réfléchir au futur, et puis on va avoir des bonnes idées, et puis c'est bien, on sera prêt. Sauf que le problème, c'est que le futur n'est pas une projection linéaire du présent. Et ça, on l'a vu dans les 18 derniers mois, même en fait, s'il y avait de nombreux rapports qui indiquaient que le risque de pandémie était tout à fait présent, très peu avaient imaginé l'impact, l'ampleur que ça pouvait avoir, et puis les conséquences de deuxième ordre, de troisième ordre. Donc, comme c'est quand même pas vraiment évident, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est vraiment faisable ? Je vais vous montrer un exemple du passé. Chez Futuriste, on dit « look back to look forward ». Donc, même si on sait que le passé ne va pas se répéter, on sait qu'on peut en apprendre beaucoup. 1899, à New York. Les maires des plus grandes villes du monde se retrouvent pour la première conférence internationale sur la planification urbaine.
Et le gros problème qu'ils ont à traiter, qui est vraiment, vraiment important, raison pour laquelle ils ont fait cette conférence internationale, c'était le crottin. Parce que dans les villes du monde entier, particulièrement les grandes villes, il y avait tellement de crottins que ça devenait un problème sanitaire. On ne peut plus respirer, on tombait malade, etc. C'était vraiment de la pollution. À Paris, il y avait 4000 personnes qui, tous les jours, nettoyaient ce crottin. Il y a eu des projections lunaires très intéressantes qui ont été faites, comme quoi, en 1950, Londres serait recouvert de 3 mètres de crottin, ce qui est évidemment grotesque. Et puis nous, maintenant, on a tout le recul, on sait ce qui s'est passé. Donc, en 1900, donc plus ou moins l'année de cette conférence, il n'y avait presque que des chevaux. Moins de 15 ans plus tard, il n'y en avait plus, ou presque plus. Donc, cette conférence qui a eu lieu en 1899, évidemment qu'elle devait se concentrer sur l'immédiat. On doit faire du short-term management, évidemment. Mais donc, nettoyer le crottin, envisager la reconversion des individus qui allaient perdre leur job, tout ça, c'est bien. Mais par contre, il y a une grande partie de choses qu'ils auraient pu faire, et c'est anticiper ce long terme, préparer les individus, la société, à se lancer dans une industrie ou en fait dans une économie qui serait complètement chamboulée par l'arrivée de l'automobile. Parce que nous, on le sait, mais eux, ils auraient dû le savoir. Parce que 4 ans avant cette conférence, dans la même ville, il y a ce magazine qui est sorti qui s'appelait The Horseless Age. Donc, en gros, l'ère sans chevaux. Donc, ils le savaient. Seulement, on a tous quand même cette fâcheuse habitude à penser de manière parfaitement linéaire. Et cette citation que n'a évidemment pas dit Henry Ford, mais qui lui est souvent attribuée, « If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. » Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, c'est des chevaux plus rapides, pas des voitures. Maintenant, cette façon qu'on a de toujours penser de manière linéaire, parce qu'on a des biais et des œillères, elle est dangereuse. Parce que plus on regarde dans le futur, plus il y a de futurs possibles. Plus on regarde loin dans le futur, plus il y a de possibilités. Ça s'appelle c'est le Futures Cone, le cône des futurs, si on veut. C'est un outil qui est standard, qui est utilisé par les futuristes, qui permet de visualiser en fait le fait qu'au présent, on a maintenant, c'est la seule chose qui existe, puis dans le futur, il n'y a rien qui existe. Il y a une multitude de champs possibles. Donc on en parlait avant, du monde des bisounours au monde de Terminator. Puis après, il y a ceux qui sont probables. Et puis après, il y a ceux qui sont préférables. Mais ceux qui sont préférables ne sont pas forcément linéaires, dans une projection linéaire. Et puis c'est maintenant qu'il faut déjà infléchir la trajectoire pour qu'on aille dans la bonne direction. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder loin en avant. Maintenant, si on fait ça par rapport à l'éducation, qui est un peu le domaine dans lequel je travaille, qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment beaucoup de possibles, puis on voit des tendances. On voit des humains augmentés. Alors, j'entends pas par là, évidemment, les cyborgs avec les moitiés robots ou bien des chips dans la tête. Simplement des gens qui ont déjà une montre connectée, qui leur dit « Ouh, là, il faut vous lever, ça fait 2 heures que vous êtes assis, ou bien il n'y a pas assez d'oxygène dans votre sang, il faut respirer profondément, vous n'avez pas dormi assez, etc. » Donc la machine, maintenant, elle nous aide elle nous permet de rester en meilleure santé. Bientôt, et il y a pas mal de startups qui travaillent dessus, la machine va être tout à fait capable de nous dire ce qu'on doit étudier, comment et quand. Parce qu'on a le cerveau qui est mieux connecté à un moment donné plutôt qu'à un autre, parce que basé sur notre ADN de compétences, c'est plutôt dans cette direction qu'on doit aller. Donc, la machine, comme celle-là, elle sait mieux des fois qu'un médecin ce qu'on doit faire, la machine va dire comment étudier quoi, quand et comment. La question qu'on se pose, parce que c'est ce qu'on fait en tant que futuriste, c'est de mettre en évidence des dilemmes, c'est si la machine sait mieux que le professeur ce qu'on doit étudier, et que de toute façon, le savoir est partout. À quoi servent les professeurs? Question, dilemme. Si on regarde dans le futur, on voit aussi ça. C'est l'interface cerveau-machine. Dans les laboratoires de Facebook, ils ont développé un casque qui permet de capter et retranscrire des pensées. Donc jusqu'à présent, selon la littérature, selon les sources, ils arrivent à capter et retranscrire entre 50 et 300 mots. Maintenant, imaginons qu'ils continuent à développer cette technologie. En 2030, ce n'est pas 400 mots qu'ils vont être capables de capter, c'est tout le dictionnaire.
Et ce n'est pas que le dictionnaire français, c'est tous les dictionnaires. Donc la question qui se pose là, c'est nos enfants qui apprennent à lire et à écrire. Est-ce que c'est encore relevant dans un univers où en fait on communique par la pensée? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt apprendre à penser de manière, je ne sais pas, sereine, concentrée, focus? Question. Si on regarde dans le futur, mais peut-être pas aussi lointain, on voit la télémigration. Alors, l'écosystème qui permet la télémigration, il existe depuis longtemps. On a beaucoup de grandes entreprises en Suisse qui ont leur service center, en Ukraine, en Inde, etc. Normalement, c'était plutôt pour l'IT, pour un peu les RH, voire éventuellement la compta, tout ce qui était a priori relativement facilement digitalisable et dématérialisable. Maintenant, surprise, on a un choc exogène, on a une crise du Covid qui nous force à en fait dématérialiser ce qu'on fait, ou surtout à prendre conscience que ce qu'on fait est complètement dématérialisable. Donc il y a tous les tabous qui sont tombés, et même les métiers comment est-ce qu'on dit, pas forcément à forte valeur ajoutée, évidemment aussi, mais qui nécessitent des compétences très élevées, ils sont tout à fait dématérialisables et exportables. Si un CEO qui normalement travaille à Genève a pu le faire depuis Puy, il peut le faire depuis Lviv en Ukraine, donc aucun problème. Donc ça, c'est réellement quelque chose c'est une prise de conscience générale. D'ailleurs, les centres de services de certaines grandes multinationales en Suisse sont en train d'exploser parce que c'est quand même beaucoup moins cher de payer un senior project manager 6 fois moins cher à l'étranger. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on repense à l'éducation. L'éducation, on est en Suisse, donc nos enfants vont à l'école en Suisse, ils apprennent des compétences pour devenir de la force de travail pour les entreprises suisses, pour la consommation suisse ou à l'étranger. Maintenant, s'il n'y a plus de frontières, c'est quoi notre stratégie nationale de compétences? Comment est-ce qu'on va sortir notre épingle du jeu, en fait? Parce qu'en fait, il faut être réaliste. Les entreprises, même si on parle beaucoup de durabilité et puis de purpose, comme on dit, elles sont encore soumises au diktat de l'actionnariat. Donc, il vous faut faire du bénéfice. Et pour faire du bénéfice, vous allez, les entreprises vont naturellement aller exporter et puis faire le travail par quelqu'un qui est tout aussi compétent d'ailleurs, mais qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Puis s'ils n'y arrivent pas, ils vont juste donner le travail à des petits ordinateurs, des logiciels, des robots, une technologie de substitution. D'ailleurs, on le voit déjà, ne serait-ce qu'avec les chatbots, les call centers. Ça ne sert à rien de développer des compétences dans les call centers. On est en train de former beaucoup plus de chatbots. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit des algorithmes ou des vraies machines, des gros robots, on a un problème. Donc, on en parlait avant. Moi, je suis plutôt une optimiste, donc je vous rassure. Mais on a un problème parce que la place de l'humain dans la production de valeur, dans la chaîne de valeur, elle est plus garantie. Ou en tout cas, on ne sait plus où elle est. Et ce sur quoi il faut qu'on se concentre maintenant, ça c'est mon avis, évidemment, mais c'est sur ce qu'on appelle la durabilité humaine. C'est améliorer et adapter la pertinence, la valeur ajoutée et le bien-être aussi des individus, évidemment dans le marché du travail, mais si le marché du travail devait disparaître, au minimum dans la société. C'est de remettre l'humain au centre. Parce que sans compétences humaines, il n'y aura pas de transition écologique. Il n'y aura pas de transition numérique. L'humain, il est au centre quand même. C'est quand même nous qui prenons la décision et qui, dans le cône, pouvons décider dans quelle direction on veut aller. Donc c'est pour ça qu'on a créé à l'Université de Lausanne le Swiss Center for Positive Futures, qui est un centre dans lequel on fait ce qu'on appelle du Futures Research. Donc on étudie et on fait avancer la science de la prospective, dans ce sens, comment est-ce qu'on arrive à enlever ces œillères qu'on a, ne pas penser de manière linéaire. Évidemment, on fait avancer les méthodologies, mais on les enseigne à nos jeunes étudiants pour qu'eux puissent aussi imaginer des futurs bien meilleurs et puis aussi mettre en œuvre dès aujourd'hui des actions pour aller dans la bonne direction. Parce que quand on pense au futur, il ne faut pas croire, les décisions, elles ne s'accumulent pas en 2030. Les décisions, elles doivent déjà se prendre maintenant. Donc on veut former les jeunes. Et puis on a un Futures Lab, qui est un laboratoire où
on a fait déjà un exercice en parlant du futur des ressources humaines, parce qu'on s'est dit les ressources humaines, ils vont être au centre de tout ce chaos, on va dire. Donc il faut qu'ils comprennent, eux, que leur métier va changer, pour qu'ensuite, ils puissent aider à la réflexion du capital humain en général. Parce que, donc, on veut empower human sustainability, c'est-à-dire vraiment, on veut renforcer la durabilité humaine, parce que si l'obsolescence des compétences humaines représente réellement un risque de sécurité nationale, on est convaincu que l'éducation est notre première ligne de défense. Je vous remercie de votre attention.